Le choc du changement du prix. Si vous voulez devenir un vieux pilote, vous devez savoir quand avancer et quand reculer. Chuck Yeager, premier pilote à avoir franchi le mur du son. Lorsque vous changez le prix de votre offre, les effets ne se limitent pas à votre cible actuelle. Un changement du prix peut changer vos clients types du jour au lendemain. La plupart des novices en matière de business partent du principe que le meilleur moyen d'augmenter les ventes est de réduire les prix. Ce n'est pas toujours vrai. Il arrive qu'une augmentation de prix soit une stratégie efficace pour attirer davantage de clients. Les réductions, remises et autres rabais attirent les clients si l'offre est un produit de base. S'il n'existe aucune différence entre l'essence vendue dans deux stations-service différentes, la station qui réduit le prix de l'essence à la pompe a toutes les chances d'attirer davantage de clients. Puisque la plupart des stations-service s'enrichissent plus avec ce qu'elles proposent dans leur boutique qu'en vendant de l'essence, une stratégie de baisse du prix de l'essence peut accroître leurs profits. Les économistes appellent cela l'élasticité des prix. Les offres à forte élasticité des prix subissent des changements importants de la demande lorsque les prix montent ou baissent. Les offres à faible élasticité des prix subissent peu de fluctuations de la demande en cas de modification des prix. Les économistes adorent dessiner une courbe décroissante de la demande pour montrer que la demande augmente lorsque les prix diminuent. Le problème avec la courbe de la demande traditionnelle, c'est qu'elle peut être trompeuse quand l'offre n'est pas un produit de base. Dans la pratique, augmenter vos prix peut accroître la demande de la part d'un type de client particulier. Le secteur automobile est un bon exemple de la sensibilité au prix. Certaines voitures sont attirantes parce qu'elles coûtent cher. Le client type qui achète une Ferrari est très différent de celui qui s'offre une Citroën C5. En testant diverses stratégies de prix, vous allez constater qu'il existe certains seuils au-delà desquels vous cessez d'attirer certains types de clients et commencez à attirer des clients aux caractéristiques totalement différentes. Le choc du changement du prix peut transformer radicalement votre façon de piloter votre entreprise. Par conséquent, ne le prenez pas à la légère. Il existe deux aspects majeurs à considérer lorsque vous fixez vos prix en gardant à l'esprit le choc du changement du prix. 1. La rentabilité potentielle et 2. Les caractéristiques du client idéal. La meilleure stratégie consiste à déterminer vos prix pour attirer les prospects les plus désirables, aptes à devenir vos clients les plus rentables. L'équilibre idéal dépend du marché que vous ciblez. Sur certains marchés, il est facile de servir des clients attirés par des prix bas. Sur d'autres, ces clients peuvent être exigeants, insolents et impolis. De même, les prospects qui ne sourcillent pas devant des prix élevés peuvent être agréables et cordiaux ou au contraire difficiles, prétentieux et méprisants. L'expérience dépend du secteur et des attentes des clients. L'une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé pendant des années a réussi à doubler la valeur moyenne de ses commandes en éliminant ses offres à bas prix. Du coup, elle a augmenté ses profits. Mais il y a eu un effet secondaire, concept abordé ultérieurement, à savoir que le client type de l'entreprise a changé, en mal. Les prospects avaient des exigences de plus en plus excessives et se montraient irrespectueux lorsque ces dernières n'étaient pas satisfaites. Le résultat financier à court terme était positif, mais le changement de clientèle a soumis le personnel à un stress inhabituel. Autre exemple. Une société de services que j'ai conseillée a décidé de quadrupler le prix de ses services et jugé que son nouveau positionnement attirait le client idéal, des personnes qui appréciaient son travail et prenaient ses projets au sérieux. Les anciens clients ont été rebutés par l'envolée des prix et n'ont plus fait appel à la société. Résultat, l'entreprise a gagné d'excellents clients et accru ses profits de plus de 500%. Les salariés ont été ravis de ce changement. Désormais, ils travaillent davantage pour des clients plus rentables et leurs compétences sont mieux rémunérées.
Tout changement du prix va de pair avec un changement de client. Tant que vous maintenez votre point de suffisance, concept abordé ultérieurement, vous pouvez choisir d'attirer la clientèle qui vous plaît. La vente basée sur la valeur. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Warren Buffett. Imaginez que vous fournissiez un service à l'une des 500 plus grandes entreprises du monde et qu'elle puisse augmenter ainsi son chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros. Votre service vaut-il 10 millions d'euros par an? Certainement, après tout, quelle entreprise renoncerait à gagner 90 millions d'euros supplémentaires? Supposons également que fournir ce service à cette entreprise ne vous coûte pas cher. Cela a-t-il une importance et doit-il entrer en ligne de compte? Absolument pas. Même si ce service ne vous coûte que 100 euros par an, il distribue beaucoup de valeur à l'entreprise et par conséquent justifie son prix élevé. Est-il important de savoir que la plupart des services aux entreprises coûtent 10 000 euros par an, voire moins? Absolument pas. Vous fournissez bien plus de valeur que d'autres services sur le marché, ce qui justifie un prix plus élevé. La vente basée sur la valeur est le processus qui consiste à comprendre et à renforcer les raisons pour lesquelles votre offre a de la valeur aux yeux de l'acheteur. Dans le concept précédent, nous avons vu que la méthode de comparaison de valeur représente souvent le meilleur moyen de vendre cher une offre donnée. Comment vous justifiez ce prix? Par la vente basée sur la valeur. En comprenant et en renforçant les raisons pour lesquelles une transaction a de la valeur aux yeux du client, vous augmentez à la fois la probabilité de réalisation de cette transaction et le prix que l'acheteur est prêt à payer. Dans la vente basée sur la valeur, il ne s'agit pas de parler, mais d'écouter. Lorsqu'on prononce le mot « vendeur », la plupart des gens imaginent un escroc insistant et enjôleur dont la seule priorité est de conclure l'affaire. Imiter des vendeurs de voitures d'occasion particulièrement louches est le moyen le plus sûr de détruire la confiance et de donner à vos clients potentiels l'impression que vous vous souciez davantage de votre chiffre d'affaires que de leurs désirs ou de leurs besoins. En réalité, les meilleurs vendeurs sont ceux qui sont à l'écoute de ce que le client veut vraiment. Poser de bonnes questions permet d'identifier la valeur de votre offre aux yeux de votre prospect. Dans son livre « Spin Selling », Neil Rackham décrit les 4 phases d'une vente réussie. 1. Comprendre la situation. 2. Définir le problème. 3. Clarifier les conséquences à court et à long terme de ce problème. 4. Quantifier les avantages financiers et émotionnels que le client tirera de la résolution de son problème. Au lieu d'employer une méthode agressive et de faire du forcing, les meilleurs vendeurs posent des questions précises pour aller à la racine des vrais désirs ou des besoins profonds des prospects. Si vous encouragez vos prospects à vous parler davantage de ce dont ils ont réellement besoin, vous obtenez 2 avantages majeurs. D'abord, vous améliorez leur confiance en vous et en votre capacité à comprendre leur situation et à leur fournir une solution. Ensuite, vous allez découvrir des informations qui vont vous aider à faire ressortir la valeur de votre offre et à déterminer son prix en conséquence. Si vous découvrez pourquoi, comment et dans quelle mesure votre offre va apporter un avantage au client, vous serez capable de lui expliquer sa valeur dans des termes qu'il va comprendre et apprécier. Comprendre la valeur que vous pouvez fournir à vos clients est la voie royale vers une vente réussie. La vente basée sur l'éducation. Améliorez votre utilisateur, pas votre produit. La valeur concerne moins les choses en elles-mêmes, mais plutôt les choses que ces choses permettent. Ne fabriquez pas de meilleurs appareils photo, mais fabriquez de meilleurs photographes. Cathy Sierra, auteur et co-créateur de la collection d'ouvrages Head First. Avant notre déménagement dans le Colorado, Kelsey, mon épouse, était directrice des ventes au sein du Mark Ingram Bridal Atelier de New York.
la boutique de robes de mariée la plus chic du monde. Sa mission consistait à conseiller les futurs mariés de toute la planète à trouver la robe parfaite pour un mariage de rêve. Mark Ingram est une figure incontournable du marché des robes de mariée, et son atelier abrite le nec plus ultra dans ce domaine, des robes d'Oscar de la Renta, de Monique L'Huillier, de Léla Rose et de Vera Wang. Les vendeurs de Mark Ingram sont si compétents que l'une des 3 premières robes qu'ils présentent aux clientes est presque toujours celle que la future mariée choisit pour son mariage. Sans compter la qualité exceptionnelle de l'expérience d'achat et du service après-vente. C'est ce qui explique pourquoi les futurs mariés préfèrent acheter leur robe au Mark Ingram Bridal Atelier, MIBA, alors qu'elles en trouveraient une beaucoup moins chère ailleurs. Le prix moyen d'une robe au MIBA s'élève à 5 000 €, soit 4 fois plus que la moyenne nationale. S'ils veulent conclure la vente, les conseillers clientèle doivent aider la future mariée, et ses parents, qui règlent souvent la facture, à comprendre pourquoi une robe achetée chez Mark Ingram vaut son prix. Il est possible d'acheter une robe de mariée moins chère dans un autre magasin, mais les fabricants rognent sur les coûts. Tissus de moins bonne qualité, coupes moins impeccables, dentelles ou broderies perlées produites de manière industrielle. De plus, des retouches sont toujours nécessaires pour que la robe aille comme un gant à la future mariée. L'équipe de couturières de Mark Ingram est la meilleure du monde et vous avez forcément affaire à elle en achetant votre robe chez lui. Si vous attachez de l'importance à ces différentes petites choses, ce qui est le cas de la plupart des futures mariées soucieuses d'être parfaites le jour de leur mariage, il est facile de comprendre pourquoi acheter une robe de mariée chez Mark Ingram en vaut la peine, à condition d'en avoir les moyens, bien sûr. La vente basée sur l'éducation est le processus qui consiste à éduquer vos prospects et à faire d'eux des clients avertis. En tant que conseiller clientèle, ma femme avait 2 objectifs. 1. Tout faire pour que sa cliente se sente à l'aise et détendue. 2. Aider sa cliente à mieux connaître et comprendre toutes les spécificités d'une robe de mariée en lui expliquant comment elles sont fabriquées et à quel point elle doit être attentive lors de l'achat. Au lieu de mettre la pression à sa cliente pour conclure la vente le plus rapidement possible, mon épouse prenait toujours le temps de lui expliquer la fabrication d'une robe, dans ses moindres détails. Elle donnait beaucoup de son temps pour faire de la future mariée une cliente éclairée, augmentant ainsi ses chances de voir sa cliente acheter une robe chez Mark Ingram. Pourquoi la cliente était-elle alors plus susceptible d'acheter une robe aussi chère? Parce qu'elle avait appris à apprécier pleinement la qualité du produit proposé, et parce qu'elle était en confiance. La vente basée sur l'éducation vous demande d'investir du temps et de l'énergie dans vos clients, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Car un client mieux informé est un meilleur client avec lequel vous pouvez développer des rapports de confiance, à condition toutefois de vous assurer que votre offre soit réellement supérieure sur certains aspects à celle de vos concurrents. La seconde meilleure solution. Quand les autres sentent votre envie de partir, leur poignée de main se durcit. Parfois, il vaut mieux ne pas aboutir à un accord. Robert Rubin, ancien secrétaire d'État américain aux finances. Lorsque vous négociez, il est toujours utile de connaître comment l'autre partie est susceptible d'agir si aucun accord ne peut être obtenu. Car parfois, il n'est tout simplement pas possible de se mettre d'accord. S'il n'y a pas de zone d'accord, les 2 parties acceptent de prendre des chemins séparés. Et ensuite, votre seconde meilleure solution est ce que vous allez faire si vous ne trouvez pas de terrain d'entente avec votre interlocuteur. Imaginez que vous cherchez un emploi et que 3 sociétés, A, B et C, sont intéressées par votre candidature. Vous préférez être embauché par l'entreprise A, mais si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord avec son représentant, vous négociez avec une confiance accrue car vous savez que les entreprises B et C souhaitent également vous recruter. Si l'entreprise A est votre seule possibilité et en est parfaitement consciente, vous risquez de ne pas négocier à votre avantage. L'autre partie
a elle aussi une seconde meilleure solution. Et c'est là tout le problème. Si vous vendez un produit 100 €, vous le vendez au détriment de la deuxième meilleure utilisation de ces 100 € pour vos clients, les économiser, les investir ou les dépenser à autre chose. Si vous essayez d'embaucher un salarié, vous êtes en concurrence avec la deuxième meilleure offre qu'il peut recevoir d'une autre entreprise. Plus l'éventail des possibilités de l'autre partie est large, moins vous êtes en position de force pour négocier. Comprendre la seconde meilleure solution de votre interlocuteur vous donne un avantage commercial majeur. Vous pouvez structurer votre offre pour la rendre plus attractive que leur deuxième meilleure proposition. Plus vous avez connaissance des différentes possibilités dont l'autre partie dispose, plus vous pouvez structurer votre offre en dégroupant différentes options pour augmenter son attrait. Posséder une seconde meilleure solution accélère les négociations. De nombreux sportifs professionnels saisissent l'occasion de renégocier leur contrat avec leur équipe actuelle lorsque d'autres équipes les convoitent. Si l'équipe actuelle ne veut pas perdre son joueur, elle a tout intérêt à conclure rapidement un accord acceptable avec lui. Dans toute négociation, le pouvoir est détenu par la partie qui est prête à se retirer d'une négociation qui tourne à son désavantage. Dans tous les cas, ou presque, plus vous avez d'alternatives acceptables, meilleure est votre position. Et plus vos solutions de remplacement sont intéressantes, plus vous êtes disposé à laisser tomber une négociation qui ne sert pas vos intérêts, ce qui vous permet de conclure de meilleures affaires. L'exclusivité. La meilleure stratégie est toujours d'être très fort. Karl von Clausewitz, général et théoricien militaire. Dans la plupart des situations, vous avez tout intérêt à garder l'exclusivité, à créer une offre ou une qualité unique avec laquelle vos concurrents ne peuvent pas rivaliser. Si vous êtes la seule personne ou la seule entreprise à répondre aux besoins ou aux désirs de vos clients, vous êtes idéalement placé pour négocier dans des conditions avantageuses. Si vous voulez acheter un iPhone, Apple est incontournable. La marque à la pomme est le seul fournisseur d'iPhone. Que vous achetiez le produit directement ou auprès d'un revendeur, c'est Apple qui encaisse. Tant que vous souhaitez un iPhone et que vous n'êtes pas disposé à acheter un produit équivalent, Apple a gagné. L'exclusivité offre de nombreux avantages. Les offres exclusives facilitent beaucoup le maintien d'une forte valeur perçue puisqu'il n'y a pas de concurrence directe. Il peut exister des produits substitutifs ou similaires, mais si un prospect est fixé sur votre offre, et uniquement sur votre offre, il est obligé de passer par vous pour l'obtenir, ce qui vous permet plus facilement d'en demander un prix élevé et de conserver des marges bénéficiaires, concept abordé ultérieurement, significatives. Garder l'exclusivité est plus facile si vous avez créé quelque chose de nouveau, ce qui signifie qu'une stratégie d'exclusivité s'applique de préférence aux produits et aux services. Les distributeurs ont toujours du mal à avoir l'exclusivité sans intervenir dans la fabrication du produit, ce qui explique pourquoi ils créent souvent leur propre marque. En résumé, si vous êtes la seule entreprise capable de satisfaire les besoins ou les désirs de vos prospects, vous êtes gagnant.